Donc, nous allons commencer. Je vais introduire cette dernière conférence de la série de conférences du Collège de France à la Bibliothèque nationale de Tunis. Je vais introduire le docteur Saïd qui va qui va nous présenter le professeur Le Douarin, qui est notre invité du jour, qui va nous entretenir de cellules souches et clonage thérapeutique. Donc c'est un sujet particulièrement intéressant et je suis très honorée de recevoir le professeur doublement. D'abord parce que le sujet est intéressant et on attend, et c'est une éminence et c'est une dame. Cela fait doublement plaisir de recevoir une dame aussi compétente dans les murs de la nouvelle Bibliothèque nationale. Merci. Merci aux amis de la bibliothèque qui sont là, qui sont devenus fidèles à cette série de conférences et j'espère que nous allons les continuer l'année prochaine. Les prochaines activités de la bibliothèque, vers le début mai, nous allons rendre hommage à IBLA, l'Institut des Belles Lettres Arabes, par une manifestation qui illustrera cette longue histoire scientifique de cette institution de Tunis. Donc, à l'occasion du 200e numéro de la revue IBLA et du 60e anniversaire de l'Institut des Belles Lettres Arabes, qui sont nos voisins. Ensuite, on va recevoir une autre éminence qui est professeur Bruno Racine, le président de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, merci. Merci. Merci, madame. Je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous présenter une deuxième fois madame le professeur Nicole Le Douarin, professeur d'embryologie, titulaire d'une chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire. Certainement, la plupart d'entre nous connaissons bien madame le professeur Nicole Le Douarin à travers ses travaux très célèbres en embryologie expérimentale. Madame Le Douarin a eu un parcours exceptionnel, un parcours très très riche. Elle était professeure agrégée de sciences naturelles dans un lycée à Caen, en France. Elle est par la suite devenue chercheure au CNRS, mais déjà, quand elle était professeure au lycée de Caen, elle a commencé ses travaux de recherche en embryologie expérimentale. Par la suite, elle a eu le titre de maître de conférence à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand, puis à la faculté des sciences de Nantes. Professeur titulaire d'une chaire à l'université de Nantes. Puis par la suite, elle a eu le titre de directeur de l'Institut d'embryologie du CNRS et du Collège de France. Par la suite, elle a eu le titre de directeur de recherche au CNRS. Professeur Le Douarin a eu le titre aussi de professeur au Collège de France. Président de l'établissement français des greffes. Elle a eu le titre de titulaire de la chaire UNESCO de biologie du développement à l'université de Rio de Janeiro. Elle a eu le titre de secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Je crois que c'était la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Maintenant, elle est secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et professeure honoraire au Collège de France. Madame le professeur Nicole Le Douarin a travaillé sur plusieurs thèmes de recherche, toujours dans l'embryologie cellulaire et moléculaire, dans le développement, dans l'histogénèse, dans le déterminisme du développement embryonnaire. Beaucoup de travaux sur la crête neurale. Madame le professeur Le Douarin nous a donné une très belle conférence avant-hier sur la crête neurale, sur le devenir des cellules de la crête neurale, le déterminisme du développement et de la différenciation de ces cellules. Elle a travaillé beaucoup sur la pluripotentialité de ces cellules. Elle a travaillé sur les chimères neuro et sur le cerveau. Elle a travaillé beaucoup sur les cerveaux chimériques. Elle a pu donc déterminer l'évolution des ébauches embryonnaires du cerveau et des constituants du système nerveux. Elle a travaillé aussi sur l'hématopoïèse
et le développement du système immunitaire, le rôle des organes lymphoïdes et hématopoïétiques dans le développement et dans la différenciation des cellules immunitaires. Elle a travaillé aussi beaucoup sur l'origine des cellules endothéliales, les cellules épithéliales des vaisseaux et sur la vascularisation du cerveau. Tous ces travaux ont été sanctionnés par plusieurs prix scientifiques et distinctions. Madame le professeur Ledouarin est membre de plusieurs académies des sciences internationales. Elle est docteur honoris causa de plusieurs universités du monde. Elle a eu plusieurs décorations. Elle est auteure de dizaines de conférences honorifiques. Elle est auteure de centaines de publications de niveau scientifique exceptionnel. Et parmi ses livres les plus célèbres, Les cellules souches porteuses d'immortalité, ça va être le sujet de sa conférence d'aujourd'hui, Des chimères, des clones et des gènes. Mais elle a beaucoup d'autres ouvrages très intéressants. Donc aujourd'hui, Madame le professeur Ledouarin va nous parler des cellules souches et le clonage thérapeutique, sujet d'actualité, les cellules souches qui vont avoir certainement dans l'avenir une place très importante dans le traitement de maladies aujourd'hui incurables du système nerveux et d'autres systèmes. Madame le professeur Ledouarin, je vais vous donner la parole. Docteur Benayed, je suis pathologiste. Alors, en parlant des cellules qui se différencient, on voit ça dans les tumeurs. Oui. Par exemple, si on prend un liposarcome peut se dédifférencier pour créer d'autres tumeurs d'origine fibroblastique ou d'origine musculaire, d'origine mésenchymateuse. Donc, une cellule tumorale peut se dédifférencier, se redifférencier. Si on a cette possibilité, pourquoi ne pas utiliser les tumeurs au lieu de les petites bêtes pour pousser un petit peu ces recherches pour avoir un capital de cellules dédifférenciées, c'est qu'on est capable de se redifférencier dans n'importe quel sens. Ça, c'est parce que les tumeurs, elles sont imprévisibles et parce qu'elles ont un génome anormal et qu'elles ne sont pas contrôlables. Tandis que ces cellules-là, quand elles sont différenciées à partir des cellules souches, elles sont contrôlables. Ouais. Mais quand on injecte des cellules complètement indifférenciées, souches, embryonnaires à un adulte, quelquefois elles deviennent tumorales, perd le contrôle de croissance. Donc il vaut mieux partir d'une cellule qu'on connaît bien pour pouvoir... Oui. Une autre question, est-ce qu'à partir des cellules souches ou cellules totipotentes d'origine médulaire, on peut aboutir à des cellules germinales? Est-ce que ça a été démontré? De moelle osseuse? Oui, est-ce que tu veux dire c'est la cellule mère des gonades, est-ce que ça ne peut pas provenir d'un tissu médulaire? Des cellules des gonades? Oui. Si, des cellules de gonades, les cellules germinales de gonades, elles font des cellules souches. Si. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut cultiver des cellules souches ou des cellules totipotentes à partir d'un tissu médulaire, par exemple, médulaire osseux, et qu'on peut obtenir... Ah, de moelle osseuse. Oui, moelle osseuse, qu'on peut obtenir des cellules germinales, par exemple, comme vous avez montré tout à l'heure, des spermatozoïdes ou des... Il y a un papier qui dit que oui, mais ça n'a jamais pu être reproduit. Mais la dame qui s'occupe de ça, c'est Madame Verfailly. Elle était aux États-Unis, maintenant c'est une Belge qui est revenue en Belgique. Mais elle a dit qu'avec des cellules de la moelle osseuse, cellules médulaires, des cellules mésenchymateuses, cellules souches mésenchymateuses, elle obtenait des cellules qui étaient équivalentes à des cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire qu'elle faisait des chimères, qu'elles allaient dans la lignée germinale, faisait tout. Mais le problème, c'est que personne n'a pu reproduire ce qu'elle a dit. C'est pour ça que c'est très discuté, ces problèmes de plasticité de la cellule souche adulte. Et c'est ça que vous posez comme question. C'est bien, de toute façon, s'il y a des gens qui ont déjà tenté ça, c'est bien. Oui, c'est bien pour le futur, peut-être on va trouver la réponse. Mais oui, pourquoi pas. En tout cas, le fibroblaste, avec la transgénèse, on y arrive. Parce que pour arriver quand même, en tant que pathologiste, moi, expliquer la présence de tératomes ou d'embryons, c'est-à-dire au niveau du thorax, il faut quand même penser à d'où ça vient. C'est-à-dire par ça vient des cellules germinales, non? Ça vient de c'est pas peut-être... Ça vient des tumeurs du testicule? Non.
Non, bah, des tumeurs quand même, des tératomes qu'on trouve un petit peu haut placés, alors que normalement les gonades ont migré pour aller dans la partie inférieure du corps. Ça ne peut pas remonter, sûrement c'est quelque chose. C'est des cellules germinales qui se sont égarées au cours du développement. Peut-être. Oui, c'est possible. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oui. Est-ce que dans tous les cas, lorsque un ovocyte est nucléé et on introduit un noyau de cellules somatiques, on obtient un vrai clone? On ignore de ce point de vue l'ADN mitochondrial et l'apport cytoplasmique, l'hérédité maternelle. Et il y a des exemples qui nous disent que le clone n'est pas le vrai clone, il est clone sur la partie nucléaire, mais pas sur l'ensemble. Absolument. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on regarde les télomères des cellules des clones, on a l'impression que ce sont des chromosomes qui sont beaucoup plus âgés. Et donc, l'âge cellulaire serait nettement plus développé que celui, et donc l'espérance de vie du clone serait beaucoup plus courte. Oui, tout ça est vrai. Alors, quand vous interrogez monsieur Jean-Paul Renard sur l'état de ces vaches, ces clones, alors il dit deux choses. Alors, d'abord, premièrement, votre première question, c'était est-ce qu'à chaque fois on obtient des clones? Non, le taux de reprogrammation nucléaire, parce que les noyaux somatiques ne sont pas du tout dans le même état de programmation en ce qui concerne l'hétérochromatine, en ce qui concerne l'activité des gènes, ce n'est pas du tout la même dans une cellule fibroblastique que dans un œuf. Donc le génome est là, il est le même, mais seulement il n'est pas dans le même état. Donc il faut le reprogrammer et le cytoplasme de l'œuf est censé être supposé capable de reprogrammer. Mais cette reprogrammation, elle ne se fait pas dans tous les cas, elle demande du temps et puis elle n'est pas toujours parfaite. C'est pour ça que dans les clones, il y a énormément d'échecs, il y a énormément... Enfin, même dans le cas des vaches où il a eu beaucoup de succès, M. Renard, mais on a 17 vaches, mais il en a peut-être fait 1000. Enfin, je pourrais vous dire le taux exact de succès, mais c'est ridicule, c'est très très faible. C'est pour ça que je pense que ça pose des problèmes éthiques terribles d'essayer de faire du clonage thérapeutique chez l'homme, parce qu'il va falloir une quantité de femmes énorme. Non, mais je parle des cas où il y a réussite. Oui, alors, même lorsqu'il y a même réussite du clone, il y a le vieillissement. Non seulement il y a le vieillissement, et puis il y a l'exemple des chats qui on a vu une situation où les deux individus sont totalement différents. Or, il semblerait que ce seraient des clones, mais qui seraient différents. Enfin, oui, mais ils sont différents pour le pelage. Oui. Et le pelage, c'est encore une autre histoire. Ouais. Le pelage, c'est une autre histoire parce que c'est des cellules de crête neurale. Alors ça, c'est ma spécialité. Et je peux vous dire que la migration des cellules des crêtes neurales dans ces cas-là, elle est un peu liée au hasard. C'est pour ça que ce n'est pas... Il y a la génétique, puis il y a l'épigénétique. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas directement du gène. Oui, vous aviez une autre question qui était... L'âge... À propos de la brebis Dolly, elle est morte avant l'heure. Elle est morte jeune. Puis elle avait des rhumatismes, alors qu'elle était toute jeune. C'était pas tout à fait normal. Mais si vous entendiez parler Jean-Paul Renard, il vous expliquerait qu'il y a énormément de ces clones qui meurent en chemin et qui ont des anomalies de la taille des organes, des anomalies extraordinaires. Le mieux, vous savez, c'est de se reproduire selon la méthode classique. C'est de ne pas aller chercher des histoires de clonage, parce que c'est beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux, beaucoup moins intéressant et très risqué. Oui. Dans le même esprit, est-ce qu'on trouve un vieillissement différentiel chez
chez les animaux qui ont une régénération spontanée. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai mis porteuse d'immortalité dans mon titre de mon livre. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, qu'on se demande si, quand on coupe une planaire en deux, qu'on a deux planaires, les deux planaires sont vieilles ou est-ce qu'elles sont toutes jeunes? Alors, si elles sont toutes jeunes, ça veut dire qu'on va pouvoir couper encore les deux planaires qui sont nés de la scission, avoir 4 planaires, et on peut continuer comme ça, et on ne devrait pas avoir de vieillissement. En d'autres termes, la régénération devrait être un rajeunissement. Alors, c'est difficile à faire, mais il y a des gens qui ont quand même, pendant plusieurs années, se sont amusés à couper, non pas des planaires, mais à couper des hydres d'eau douce, qui ont un peu le même genre comme ça. Et qui se sont aperçus que ça avait l'air d'être des jeunes hydres à chaque fois, que c'est une espèce de redéveloppement embryonnaire qui rajeunit en quelque sorte. Finalement, à chaque fois qu'on passe d'une génération à l'autre, on prend une cellule qui appartient à un mère, qui devrait être une vieille cellule, mais on en fait pourtant un enfant tout jeune. Hein. Donc il y a dans les cycles de vie et dans la reproduction une espèce de capacité de régénérer à chaque génération. On va peut-être se permettre encore une question, s'il vous plaît. Juste peut-être pour s'écarter un peu du monde animal et faire le parallèle avec le monde végétal, où il est beaucoup plus simple de différencier des cellules qui sont différenciées. Oui, absolument. Qu'est-ce qui fait que dans le monde végétal, la réussite elle est totale? On arrive à régénérer des plantes entières à partir de cellules, à partir d'une cellule, alors que dans le monde animal, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous me posez une question à 100 francs, là. Oui. C'est très difficile de répondre, mais c'est un phénomène extraordinaire. La capacité, c'est comme si chaque cellule animale était une cellule embryonnaire. Alors, elle se différencie, puis elle redevient étant embryonnaire quand vous la mettez dans... Il faut quand même la traiter un peu... mettre des hormones. Mais enfin, elle est plastique. C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que les cellules souches adultes sont plastiques et est-ce que les cellules à différencier sont plastiques? Ça veut dire, est-ce qu'elles peuvent revenir en arrière dans la vie? Ben, pas bien hein, chez les animaux, mais parfaitement bien chez les végétaux. Ben, c'est-à-dire qu'on peut prendre ça comme point de départ pour essayer de faire la même chose avec les cellules. C'est un peu ce qui se fait finalement. Hein. Bon, moi j'ai parlé trop, alors on va arrêter. Merci beaucoup, Madame Le Douarin. Merci encore pour tout. Vous avez réellement enrichi énormément. Merci pour tous et à une autre fois, j'espère.